sur les 2 sons prévus, mais on va commencer. Donc, je me présente. Je suis Ami Kasmi, je suis directeur d'offres chez Adista. Je suis accompagné aujourd'hui par 2 confrères de chez Orange Wholesale. Ils nous ont fait l'honneur de participer à ce webinaire en leur qualité d'acteurs directs en fait sur le programme d'arrêt du cuivre. Donc, je les laisse se présenter et Juliette, je te laisse enchaîner avec ta présentation. Ok, merci, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Juliette Weber, je suis à Orange, Wholesale France. Je suis responsable du programme fermeture du cuivre pour notre entité opérateur, pour les opérateurs Wholesale. Et je remercie Amine pour son invitation à présenter sur un temps un peu court d'une 20-25 minutes notre programme de fermeture du cuivre à Orange qui a été lancé en 2019 et qui a pour objectif de fermer le réseau en 2030. L'objectif, c'est bien en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre de vous sensibiliser, de vous informer sur ce programme et à l'ensemble des clients à vous sensibiliser sur l'importance d'anticiper cette fermeture du cuivre et à migrer vers la fibre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et puis, je laisse Laurence Benboulier se présenter également, qui est une collègue de la même entité, Orange Wholesale France. Laurence. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Benboudier. J'ai un rôle un peu plus opérationnel que Juliette. Alors, je suis ce qu'on appelle responsable service opérateur, c'est-à-dire que je suis en contact avec les opérateurs wholesale pour les aider dans la communication, pour leur communiquer les grandes lignes au quotidien et les conseiller si besoin, leur apporter du soutien. Donc, par derrière, nous avons aussi d'autres collègues qui sont plus pointus techniquement. Mais entre Juliette et moi, nous faisons des actions de communication principales sur le sujet. Voilà. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si vous voyez bien la présentation s'afficher. Alors, donc, d'abord, commençons par pourquoi fermer le réseau cuivre. Vous savez qu'on a le réseau cuivre qui a supporté depuis pas mal d'années à la fois des usages de téléphonie RTC et puis d'Internet avec le DSL qui est vieillissant. Aujourd'hui, il y a eu un net mouvement de transition vers la fibre qui a été engagé et un déploiement qui s'est accéléré depuis les années 2007-2010. Aujourd'hui, on est à 85% de lignes qui sont éligibles aux offres fibres. La France est un des pays les plus fibrés d'Europe. Et aujourd'hui, on a quasi 20 millions de clients qui ont choisi la fibre, ET4 2023. On a vraiment transitionné et on est vers un mouvement vers la fibre qui est massif et qui va se poursuivre dans les années à venir. On a également des usages clients qui évoluent, donc les débits qui augmentent, multi-connectivité avec plusieurs terminaux. Et donc voilà, cette transition, elle est largement engagée, largement amorcée. Et il y a aussi un besoin de modernisation. Et donc, c'est pour ces raisons de modernisation également de raisons écologiques, puisque avoir de réseaux en parallèle, c'est pas très écologique. On a aussi la fibre qui consomme beaucoup moins d'énergie, donc 3 fois moins d'énergie que le cuivre. Donc pour des raisons à la fois opérationnelles, économiques et puis environnementales, Orange a annoncé en 2019 qu'il allait fermer son réseau cuivre à horizon 2030. Donc ce sera une démarche de modernisation qui sera bénéfique pour tous les acteurs et qui apportera finalement un usage massif du réseau fibre pour tous les utilisateurs. Donc peut-être on peut noter également que Orange avait engagé les années passées un programme d'arrêt du RTC, donc il a été stoppé et en fait on reprend dans ce programme d'arrêt du cuivre ce qui concernait l'arrêt du RTC. Donc peut-être un point assez important à noter, c'est que ça concerne tous les usages sur cuivre et pas uniquement l'Internet. Donc on a effectivement aussi les lignes, par exemple SDSL, qui se terminent. Tout usage en fait sur une paire de cuivre, que ce soit pour de l'Internet ou du SDSL, se termine dans le cadre de ce plan. Donc voilà, ce plan, il a été mis en consultation. Alors, il a été proposé par Orange et puis mis en consultation auprès du régulateur qui a fixé également un cadre réglementaire qui a été reconfirmé
fin d'année dernière par une décision. L'Arcep, c'est le régulateur qui cadre la façon dont Orange peut fermer son réseau cuivre. Donc, peut-être ce qui est important de noter, c'est que c'est une fermeture par zone à la maille communale. Donc, on va fermer des ensembles de plaques entre aujourd'hui et 2030 à la maille de la commune. Donc, on a 3 étapes, 2 étapes assez importantes. D'abord, on notifie les communes qui sont concernées par l'arrêt des services cuivre sur cuivre. On a ensuite une phase de fermeture commerciale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus produire de nouveaux accès sur ces communes. On ne peut plus commercialiser de nouveaux services, mais les services existants peuvent encore être maintenus. Et puis, à la fermeture technique, on arrête vraiment tous les services qui sont sur cuivre. Et tous les services doivent avoir été arrêtés et seront coupés. Donc ensuite, il y a la phase de dépose du réseau, où on enlève des équipements du réseau dans le... ce qui est important de noter, c'est que voilà, Orange, en tant que OI cuivre, opérateur d'infrastructure cuivre, gère toute cette partie fermeture du réseau, mais les opérateurs commerciaux ont un rôle très important puisque c'est eux qui vendent des accès à leurs clients et c'est eux qui doivent accompagner également les clients à migrer vers la fibre ou vers des solutions alternatives. Donc voilà, on part de 20 millions de clients, 22 millions de clients en 2021 et puis on doit arriver à zéro accès cuivre en 2030. Donc c'est un chantier assez majeur. C'est un enjeu un peu collectif d'arriver à fermer ce réseau. Il y a beaucoup de parties prenantes, on va le voir par la suite, qui entrent en jeu. Mais les opérateurs commerciaux ont un rôle très important pour accompagner leurs clients et les clients pour migrer vers d'autres solutions. Donc, un peu pour résumer le chantier collectif, voilà, ce plan il a été déposé en consultation en 2022 auprès de l'Arcep. Les acteurs ont été consultés, sollicités, ont pu faire leurs remarques et puis Orange a pu ajuster le tir pour prendre en compte ces remarques. De nombreux acteurs sont impliqués. Donc, l'Arcep, on voit, c'est le régulateur télécom. Donc, la réglementation en cas de la fermeture technique du réseau, elle donne les conditions. Par exemple, les conditions principales, c'est les conditions de prévenance. On doit notifier 3 ans avant la fermeture commerciale, donc informer des jalons pour chaque lot de commune. On doit également vérifier qu'un réseau fibre de substitution est disponible ou en cas de non-disponibilité d'un réseau fibre, des réseaux alternatifs. Donc l'OI Cuivre, l'opérateur d'infrastructure cuivre, il anticipe, il structure, il communique et il coordonne ce chantier. Donc c'est un peu lui qui a aussi mené cette gouvernance globale autour de ces différents acteurs et c'est lui qui cadence l'ensemble. Les OI Fibre, les opérateurs d'infrastructure fibre, déploient le réseau fibre. Donc vous savez qu'Orange le déploie sur certaines zones, mais qu'il y a beaucoup de réseaux d'infrastructures publiques, les RIP, dans les zones rurales qui sont donc responsables de déployer ce réseau fibre. Les délégants aussi qui pilotent ces opérateurs d'infrastructure fibre et qui proposent du coup des offres fibres adaptées aux besoins. Et les opérateurs commerciaux, comme je disais tout à l'heure, qui eux, doivent proposer des solutions de substitution aux clients, que les clients soient grand public ou entreprises, professionnels. Voilà. C'est les opérateurs commerciaux qui doivent accompagner les clients dans cette migration et qui souscrivent auprès des OI Fibres à les offres qui permettent de remplacer les offres anciennes sur cuivre. Les pouvoirs publics aussi ont donc à la fois au niveau central et puis au niveau régional, départemental et communal, ont un rôle pour accompagner les administrés. Voilà, ils ont aussi un rôle à jouer dans le déploiement de la fibre. Et ils participent au fait à la communication, qui est assez importante aussi au niveau local et régional auprès des administrés pour prévenir, anticiper et jouer un rôle dans la communication aux clients finaux qui sont les utilisateurs et qui du coup doivent basculer par une action souvent de souscription d'une nouvelle solution technologique, d'une nouvelle offre vers la fibre. Voilà. Donc un chantier collectif, un chantier complexe. Aujourd'hui, il y a 2 phases qui ont été découpées. Donc la première qui correspondait à l'ambition du gouvernement d'avoir un réseau fibre optique déployé à 100% fin 2025. Donc jusqu'en 2025, on a proposé ce plan à l'Arcep, sollicité les différentes
parties prenantes et on est plutôt dans une phase encore d'expérimentation et d'industrialisation maintenant en 2024, puisque vous le verrez après dans le planning, on a lancé les 162 premières communes en fermeture commerciale fin janvier dernier. Donc aujourd'hui, on a fini une expérimentation sur 6 communes. Donc sur 6 communes, on a fermé totalement le réseau de cuivre qui est totalement remplacé par la fibre. Donc ça, cette expérimentation s'est finie en 2023 et c'est bien déroulé. Et donc là, vraiment, c'est la phase de transition qui permet de se préparer et de mettre en place les outils, les moyens, la gouvernance et la communication à tous les niveaux pour pouvoir réussir ce vaste chantier. Et donc, comme je le dis, la concertation et le partage qui est au cœur du dispositif. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'effectivement, quand on choisit les communes, on sollicite les acteurs, on sollicite les élus, on sollicite les opérateurs commerciaux, les OI Fibres, et on vérifie que l'ensemble des parties prenantes sont bien en phase et bien calées ensemble et coordonnées pour pouvoir prononcer la fermeture sur ces communes. On a des réunions régulières avec le régulateur, avec l'ARCEP et toutes ces parties prenantes, OI Fibres et opérateurs commerciaux qui permettent de se caler et de partager les différentes actions et les différentes étapes du projet. Donc en 2026, à partir de 2026 jusqu'à 2030, ce sera une phase qui sera plus massive, qui va arriver à fermer le réseau. Alors comme je disais tout à l'heure, les accès cuivre sont déjà en transition, donc ils sont en décroissance naturelle, mais il va falloir accélérer en fermant justement et sur un plus grand nombre de communes et de locaux. Et donc voilà, il y a eu un jalon qui a été prononcé le 31 janvier 2023 qui a annoncé la fermeture commerciale nationale. Donc, au 31 janvier 2026, c'est quand même une date importante à retenir. On ne pourra plus normalement commander de nouveaux accès au périmètre du territoire national. Donc là où il n'y aura pas de fibre, il y aura sans doute des reports, c'est possible. Mais aujourd'hui, ce jalon du 31 janvier 2026, ça veut dire qu'à partir de cette date, on ne pourra plus produire que de nouveaux accès fibres sur l'ensemble du territoire. Voilà, toujours avec ces deux jalons, comme je l'ai expliqué, fermeture commerciale et fermeture technique. Une fois la fermeture commerciale nationale, janvier 2026 atteinte, on aura des lots de fermeture technique par an qui concerneront un nombre plus important de locaux. Et on va y revenir juste après avec les volumétries qui seront présentées. Donc là, on montre un peu les différentes étapes qui sont déjà engagées. Donc on voit que on a le lot 1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été lancé fin 2022, qui est en fermeture commerciale depuis janvier. Donc sur ces 162 communes, on ne peut plus créer de nouveaux accès. À titre d'exemple, là, par exemple, sur l'Île-de-France, on a Guyancourt, Magny-les-Hameaux, qui sont deux communes qui sont concernées, mais on a aussi des communes dans les DOM, on a des communes rurales, et on essaye d'avoir une représentativité des OI Fibres qui sont concernées par ces communes. Et donc, au 31 janvier 2025, ces 162 communes seront fermées. Donc, tous les accès devront avoir été résiliés par les opérateurs donc dans 10 mois. Donc ça va assez vite. Le lot 2, donc avec un périmètre plus important de communes, 830 communes, soit environ 1 million de locaux, a été lancé en juin 2023, donc il y a 6 mois. Il est décalé d'1 an. La fermeture commerciale, ça sera fin janvier 2025 et la fermeture technique, fin janvier 2026. Le lot 3, qui représente 2145 communes, donc à chaque fois on grossit un peu en périmètre, 2,5 millions de locaux, a été lancé en ce début d'année. Et il va rentrer du coup en fermeture commerciale à la date du 31 janvier 2026 et sera fermé techniquement fin janvier 2027. Et puis enfin, on a un lot 4 qui est en cours de définition aujourd'hui. Donc, il aura une phase de partage, comme je vous disais, avec une concertation avec les différentes parties prenantes au courant du deuxième, troisième trimestre, là, et puis il sera lancé en fin d'année, cette fin d'année 2024. Et puis, on a une petite expérimentation en zone très dense, donc, qui concerne la commune de Vanves et les quartiers du centre-ville de Rennes, qui seront fermés, qui viennent de passer la fermeture commerciale à fin mars 2023 et qui fin mars 2024, et donc qui, dans 1 an, doivent fermer techniquement. Donc là, voilà, on a déjà 3,6 millions de locaux sur ce périmètre total qui ont été engagés sur ces 3 différents lots. Et donc, c'est vraiment l'année 2024-25 de la fin de la période où on doit vraiment industrialiser le projet et où ça va concerner un grand nombre de locaux et de parties prenantes.
Je vais passer la parole à Laurence, peut-être pour la partie planning. Oui, je vais donc détailler un peu plus la partie planning, puisque Juliette a expliqué les grands principes et la frise temporelle où nous en sommes. Donc, mis bout à bout, nous aurons 7 lots d'importance croissante, évidemment. Dans la phase de transition, comme Juliette l'a indiqué, nous avons 2 lots, on va dire, de faible volume avec, le premier, 162 communes, donc avec des phases de partage en 2022, puis une annonce ensuite, phase de partage et annonce fin 2022, fermeture commerciale. Donc, la fermeture commerciale du Loing a été effectuée au 31 janvier, avec une fermeture technique dans un peu moins d'un an. Donc, ça, c'est un petit volume, 0,5% des locaux. Le lot 2, lui, qui commence à prendre de l'importance. Donc, avec la fermeture commerciale et technique décalée d'un an par rapport au Loing, on arrive à un peu moins de 1 million de locaux. Donc, on est quelque part entre on va dire dans la frise temporelle, entre la fermeture commerciale du lot 1 et celle du lot 2. Donc, donc je vous ai expliqué les volumes. Donc, le premier lot étant faible, 0,5% des locaux ont 3%. Ensuite, pour le lot 2, le lot 3, lui, commence à avoir un peu plus d'importance, 9%. Donc, on aura, avec ces 3 premiers lots, on aura dépassé les 10% du parc à fermer. Et donc, les 4 lots suivants seront des lots de fermeture massive. Donc, on voit des étapes, 25, 50, 75 et 100%, de façon à vider complètement le réseau cuivre avec ces lots et de faire des fermetures techniques progressives. Donc, la fermeture commerciale pour tous. Hop, je voulais juste finir. La fermeture commerciale pour tous est donc prévue au 31 janvier 2026. Donc, que ce soit la téléphonie sur cuivre, la data sur cuivre, donc Internet, ADSL et SDSL, etc. Voilà, c'est bon. Donc, en importance croissante, un peu plus précisément, les lots sont répartis, les lots de communes sont répartis sur les régions, la façon dont nous sommes organisés chez Orange. Donc, 5 régions en comptant l'Île-de-France, Grand Nord-Est, Grand Sud-Ouest, Grand Sud-Est et Grand Ouest. Et donc, avec des répartitions à peu près dans toutes les... Et j'ai oublié bien sûr les DROM, Caraïbes et Réunion Mayotte, puisque ces régions-là ferment aussi le réseau cuivre. Bon, à l'exception de Mayotte, qui est un cas particulier, mais les DROM sont inclus dans le programme. Donc, on voit au fur et à mesure des lots. Donc, par exemple, pour le lot 1, on est dans des lots avec des volumes d'environ, on va dire, entre 20 et 50 000 locaux par région. Dans le lot 2, on passe à 100 à 200 000 locaux, à l'exception des DROM. Et le lot 3, on est dans des volumes qui sont déjà beaucoup plus importants, dans les 400 à 500 000 locaux. Bon, le faible volume, entre guillemets, sur les DROM tient au fait que on a pris dans le premier lot, on a pris une commune par département des DROM. Puis, au fur et à mesure des déploiements, on ferme les communes progressivement, la Réunion étant le plus avancé. Mais on essaie vraiment de faire dans chaque sous-région. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur la partie documentation. Donc, toute la documentation est disponible sur un site extérieur en ligne Orange, qui doit être celui-là, voilà, qui est marqué ici, où vous avez décrit toute la méthode du programme, l'organisation, l'identification des communes, toutes les actions liées à l'identification des communes, à la fermeture commerciale, à la fermeture technique, à la gouvernance, donc décrit complètement
on va dire en français. Là, ce qu'on vous présente est un résumé de façon à donner l'essentiel et à vous introduire le sujet. Et donc, sur ce site, donc, mis à part les cahiers, vous trouvez la liste complète des communes de France avec en regard un certain nombre d'informations importantes comme le nombre de locaux déployés fibre, l'impérateur d'infrastructure et le lot à laquelle elles appartiennent. Donc, cette information est mise à jour au fur et à mesure du programme, c'est-à-dire qu'actuellement, dans le fichier, ce qu'on appelle le fichier de trajectoire des communes, vous avez les communes qui sont affectées au lot 1, au lot 2, au lot 3, et probablement dans le courant de l'année, celles qui sont en présélection sur le lot 4. Donc c'est une liste qui est absolument exhaustive et sur laquelle vous trouverez les 35 000 communes de France. Donc ça, c'est notre documentation à nous qui est disponible pour tous. Vous avez des sites gouvernementaux. Donc, nous citons le très haut débit pour tous, le site de la Fédération française des télécoms qui fournit beaucoup de communications institutionnelles. Bon, des modèles de courrier, surtout avec le logo qui va bien, République française, des vidéos, etc., qui est très utile. Bon, les sites réseau et collectivités locales d'Orange. Vous avez également le site de l'ARCEP si vous êtes familier. Il y a énormément d'informations sur le site de l'ARCEP. Il y a une page sur ce que va changer le réseau fibre, comment le réseau est suivi, la liste des réglementations et le contenu détaillé ce qu'on appelle les analyses de marché qui cadrent le programme, en fait, si vous voulez voir en exhaustivité la réglementation à ce sujet. Peut-être qu'on peut aussi souligner le nouveau site gouvernemental, là, qui n'est pas encore très médiatisé, mais c'est le très haut débit pour tous. .gouv, enfin, c'est un site du gouvernement et qui reprend l'équipe de communication et vous dit quoi faire hein, si vous êtes un particulier, si vous êtes une entreprise, et qui explique les différents jalons échéances du projet. J'ai mis le lien dans la conversation là vers à la fois le site Galerie. Donc c'est un site de documentation médiathèque réseau d'Orange hein, qui est accessible au public et dans lequel il faut aller dans plan de fermeture du réseau cuivre et vous trouverez à la fois les cahiers et le fichier Excel qui s'appelle le fichier trajectoire des communes, le fichier trajectoire. C'est ce fichier-là qu'il faut bien zoomer pour aller voir la commune dans quel lot elle se situe. Et celles qui n'ont pas de lot, c'est celles qui ne sont pas encore lancées. Hein, tout simplement, oui, tout simplement. Sur les 35 000 communes, comme je l'ai dit actuellement, sur les trois lots qui sont en cours, on a un peu plus de 10% des communes concernées. Donc, il y en a quand même encore quasiment 90% qui ne sont pas affectées. Sachant que l'affectation se fait de façon progressive, puisque le déploiement du réseau FTTH n'est pas terminé, puisqu'on a un objectif de terminer, enfin, les opérateurs d'infrastructure ont objectif de terminer à fin 2025. Donc, toutes les cases ne sont pas encore remplies pour que toutes les communes soient éligibles, mais ça devra être fait d'ici fin 2025. Que dire de plus? Alors, normalement, derrière les mots soulignés, vous avez les URL. Voilà. On ne voit pas forcément là, mais... Économie.gouv.fr, très haut débit. Ouais. Parfait, Et parfait. bien sûr, la presse sera fournie. Voilà. Parfait, parfait. Merci Laurence, merci Juliette. Je vois que nos participants sont très très actifs, à la fois sur le chat et aussi sur les questions. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie de la présentation et juste après, on va répondre à l'ensemble des questions parce qu'il y a certaines questions auxquelles on répond dans la suite de la présentation. Et donc merci encore Juliette et Laurence pour la qualité de la présentation. Est-ce que tout le monde voit mes slides? Est-ce que vous voyez mes slides? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est parfait. Donc, présentation très riche, très intéressante de la part d'Orange, mais si on doit la résumer en une seule phrase, s'il y a quelque chose à retenir, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir, et on vous propose d'agir
en 3 phases. Donc, comment s'y prendre? On vous propose un plan en trois phases. La première phase, qui est la pierre angulaire, qui est la phase qui nous semble à nous la plus importante, c'est la phase d'inventaire. Il faut absolument faire l'inventaire de toutes les lignes cuivre que vous avez, et cela, quel que soit l'usage, sans négliger aucun usage. Donc, il faut penser aux ascenseurs, à la télésurveillance, aux terminaux de paiement, à la téléphonie, à la téléphonie d'urgence et aux alarmes, sans oublier bien sûr les usages de data. Et donc, pour chacune de ces lignes-là, il faut mettre en face de chacune des lignes un usage, l'usage actuel et idéalement, en fait, l'usage futur. Il faut anticiper aussi sur l'usage futur. Et une fois qu'on a fini l'inventaire, en fait, on peut se projeter sur les solutions. J'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre de questions dans le chat. Donc, la solution idéale, la solution à préconiser en priorité, c'est la fibre optique, que ce soit en FTTH ou FTTO. Et comme le FTTH et le FTTO aujourd'hui ne couvrent pas 100% du territoire français, en fait, on va compléter la couverture avec des solutions non filaires de type 4G, de type 5G ou de type satellite. On en parle un peu plus tard, un peu plus en détail. Donc, on peut faire du remplacement ligne par ligne. Donc, en fait, remplacer une solution cuivre par une solution fibre, c'est une approche, mais on peut aussi prendre un peu plus de hauteur et imaginer de traiter la migration avec des solutions du type SD-WAN ou avec des bundles d'offres qui apportent un supplément de sécurité ou un supplément de résilience. On en parlera un peu plus tard. Et enfin, en fait, il y a le sujet de la téléphonie. J'ai vu aussi qu'il y avait une question de Christophe dans le chat sur la téléphonie. En fait, la téléphonie, c'est un projet de migration à part entière, et on abordera les quelques solutions qu'on vous propose. Quand on parle d'urgence, quand on parle d'action immédiate, c'est principalement les 2 premières actions. Aujourd'hui, il est irraisonnable, il est irresponsable de ne pas disposer de l'inventaire complet de son parc cuivre. Et comme cela a été dit dans le chat, de pas avoir le planning de fermeture. Donc, il faut avoir l'inventaire, le planning de fermeture et identifier le plus rapidement possible une solution cible, une architecture cible. Et la dernière phase, c'est la phase de migration. Dans la phase de migration, on peut se permettre de planifier les opérations plus ou moins à court terme en fonction de l'éligibilité, en fonction de l'urgence du planning et du planning de fermeture de réseau cuivre. Ça a été aussi dit dans le chat aussi. Hein, on a un participant qui nous a posé des questions sur la qualité du réseau cuivre. Aujourd'hui, c'est pas une offense de dire que en fait le réseau cuivre ou la qualité du réseau cuivre n'est plus une priorité pour personne. On sait que c'est un réseau qui est vieillissant et obsolète et qu'il faut migrer le plus rapidement possible vers des solutions fibre quand c'est possible. Donc, la dernière phase, on parle de planification, on parle de migration progressive ou pas, en fonction au cas par cas, en fonction de l'usage. Et ça peut être aussi éventuellement accompagné d'une formation utilisateur si en fait on opère un plan de migration de sa solution téléphonique. Donc, un plan en 3 étapes. Inventaire et solution, il faut s'y mettre tout de suite, maintenant. Et la partie migration, en fait, elle peut être planifiée, donc plus ou moins à court terme. Une fois qu'on a vu le plan, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est celui des ascenseurs. Donc, pour des raisons de responsabilité de sécurité, en fait, on vous encourage de vous rapprocher de votre ascensoriste pour qu'il puisse adapter son installation. Si, dans des rares cas très complexes, en fait, il y a des solutions intermédiaires en utilisant des passerelles IP, mais nous, en fait, voilà, nous, on vous encourage vraiment pour contacter votre ascensoriste et pour opter pour une solution adaptée et sécurisée. Le deuxième usage, j'ai vu dans la liste des participants, il y a pas mal de sociétés de retail, c'est les terminaux de paiement. Terminaux de paiement, soit vos terminaux sont déjà compatibles IP, qu'ils soient en mobile ou en data. Donc, s'ils ne sont pas déjà compatibles IP, vous contactez votre prestataire et nous pouvons aussi vous accompagner en vous proposant des produits de la gamme
Ngenico ou de la gamme Opax. Pour la partie sécurité des bâtiments, la sécurité des sites, on est toujours sur le même modèle, hein, en fait. Aujourd'hui, soit vous êtes encore sur des équipements qui sont compatibles RTC. J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur le chat sur la partie RTC. Soit vos équipements fonctionnent encore en RTC. Donc là, il faut contacter votre prestataire afin qu'il puisse adapter son installation. S'ils sont déjà compatibles IP, il n'y a pas de sujet. Le seul sujet à considérer, c'est la migration vers le nouveau réseau. Si vos équipements ne sont pas compatibles IP, on peut aussi vous accompagner avec la gamme de produits Verkada. Et là, souvent, en fait, quand on parle de nouveaux usages, on a un peu de mal à illustrer parfois en fait le gain de passer sur des solutions IP modernes. Là, avec les produits Verkada, en fait, il y a un véritable gain d'usage par rapport aux équipements de vidéosurveillance classiques. On a des équipements qui sont garantis 10 ans. On a une mise à jour automatique via le cloud, à la fois pour les équipements et pour les logiciels. On a une sauvegarde cloud de 30 jours. Donc, en fait, l'utilisateur peut remonter jusqu'à 30 jours de manière complètement autonome via les logiciels. Et on a un archivage cloud illimité. Donc, on peut remonter jusqu'à plusieurs années. Et cet archivage cloud illimité ne peut avoir de sens que si il est couplé à de l'IA, en fait, à de l'intelligence artificielle pour aller chercher un événement bien particulier sur une période qui peut être plus ou moins longue. L'usage suivant, en fait, et là on parle vraiment d'un vrai projet de migration, c'est celui de la téléphonie. En grande majorité, vous avez tous basculé sur de la voix sur IP. Certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Ils ont certainement de très bonnes raisons. Maintenant, avec la fermeture du réseau cuivre, on n'a plus le choix. Il faut migrer sur des solutions voix sur IP. Chez Adistin, on a l'embarras du choix. On a CTX qui est une solution maison basée sur du Inreach, et on peut aussi vous proposer des solutions de type oiseau, ring central ou Chips. Aussi, ça nous a été remonté, ça nous est remonté souvent par nos utilisateurs. En fait, c'est des usages autour des lignes fixes séparées ou des lignes d'urgence. On peut vous proposer la solution Symbiose Fixe. C'est un téléphone fixe qui ressemble à un téléphone fixe avec les usages du téléphone fixe, avec des fonctionnalités de type envoi d'appel, double appel, les conférences à 3, la messagerie vocale, qui utilise un numéro fixe. Donc on peut soit porter un numéro que vous avez déjà ou vous en affecter un nouveau, et tout ça en fait en utilisant en fait une carte SIM avec une batterie. Donc ça aussi c'est une solution qui est hyper plébiscitée en fait chez nos clients. Le dernier usage, en fait, qui est le plus commun, le plus fréquent, c'est la data, c'est la partie accès Internet. Une grande majorité d'entre vous sont déjà clients Adista, donc savent que Adista est un agrégateur d'opérateurs et qu'on vous propose en fait des solutions avec une multitude de partenaires fibres, que ce soit en FTTH ou en FTTO. Ça peut être du Orange, du Covage, du Aura Fiber, de l'Axiom, du Allo, du Bouygues et du SFR. Quel que soit le type de besoin, chez Adista, en fait, la promesse, c'est de vous apporter la solution fibre qu'il vous faut. Mais ce qu'on a souhaité pour ce webinaire, c'est vous apporter quelques tips ou quelques conseils. Le premier, c'est de penser ou c'est d'utiliser les bundles FTTH 4G. Aujourd'hui, nous, on vous propose des bundles FTTH 4G avec un backup 4G double SIM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque boîtier, vous allez avoir à la fois votre ligne FTTH et 2 cartes SIM. Une carte SIM Orange et une carte SIM Bouygues. Et en cas de coupure de votre ligne fibre, vous allez basculer automatiquement soit sur le réseau 4G Orange, soit sur le réseau 4G Bouygues. Et le choix va se faire en fonction de la qualité du signal reçu par le boîtier. En fait, là, pour chaque commande, vous allez avoir 3 liens réseau qui vont arriver sur votre site. Le deuxième conseil ou le deuxième type, c'est le très haut débit par satellite. Donc, c'est les constellations
basse orbite aujourd'hui, qui commencent à avoir des prix accessibles aux entreprises et qui proposent une expérience utilisateur qui est digne d'un usage fibre. On peut arriver jusqu'à du 80, du 100 mégas en descendant avec des temps de latence qui sont de l'ordre de 30 ou 40 millisecondes. Ça reste du satellite et ça peut être impacté par les conditions climatiques. Il faut privilégier la fibre et en complément de couverture, des solutions satellites très haut débit. Le bundle à Connect. Le bundle à Connect, c'est une offre bundlée à Dista qu'on propose, dans laquelle vous allez avoir un bundle qui va vous proposer, qui va inclure à la fois le lien, soit FTTO ou FTTH, le double backup 4G, donc avec les deux cartes SIM, et aussi en fait une sortie Internet sécurisée par un pare-feu réseau. Donc cette solution, en fait, à Connect, c'est une solution clé en main, c'est un package très adapté aux multisites, aux entreprises qui ont plusieurs sites et qui souhaitent avoir une solution clé en main avec de la résilience, avec avec la double backup 4G et de la sécurité avec un firewall mutualisé et managé par Dista. Et enfin, le dernier tips, c'était la partie SD-WAN. Le SD-WAN, par construction, par nature, est un agrégateur de technologies. Donc, pour les organisations qui souhaitent une migration sans couture, qui ont des contraintes fortes de qualité, de résilience et de continuité de service, je pense par exemple à de l'industrie ou à des entreprises dans le retail, on peut en fait utiliser le SD-WAN, on peut installer le SD-WAN sur la solution existante, continuer à utiliser son câble cuivre jusqu'à la fermeture et déployer en parallèle en fait un nouveau lien fibre et ça permet en fait, c'était le principe du SD-WAN, ça permet vraiment une migration sans couture. Donc là en fait on a fait un focus sur quelques usages et pour finir un petit rappel en fait de notre proposition de valeur. Donc notre proposition de valeur à nous en fait c'est un guichet unique proche de vous en proximité pour vous aider, pour vous conseiller, vous aider dans le déploiement et opérer le service après pour vous en 24/7. Donc, on a fait le tour des deux présentations, à la fois la présentation Orange sur le projet de fermeture cuivre, sur les plannings, et là on a traité à la fois les phases de migration et on a fait un focus sur quelques usages. Donc là, on va essayer de regarder et s'assurer qu'on a traité l'ensemble des questions. Pierre-Yves, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a toujours pas répondu? Oui, notamment dans la section Q&R, beaucoup de questions qui ont été posées dès le départ, qui concernent un petit peu Juliette, éventuellement. La première question, Juliette, si tu nous entends. Oui, je vous entends. Alors, est-ce que le plan d'économie annoncé récemment par Monsieur le maire, avec une réduction des investissements sur la fibre, peut retarder les prévisions d'arrêt, je suppose, du cuivre? C'est une bonne question. Je ne suis pas dans les plans de Monsieur le maire pour savoir précisément sur quoi il va y avoir des coupes. Mais de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, les critères réglementaires que l'ARCEP nous met pour pouvoir fermer commercialement une zone fait qu'on doit avoir soit un réseau fibre déployé, soit des solutions alternatives, notamment. Donc voilà, je pense que l'ARCEP sera garante du fait que l'ensemble des conditions sont réunies pour que la fermeture commerciale puisse se faire et qu'effectivement, si ça, voilà, je ne peux pas présager de ce que sera le report de déploiement de la fibre qui sera impacté par ce nouveau plan de M. le maire. Ok. Autre petite remarque, à un moment, on a parlé de 85% d'éligibilité à la FTTH. Donc, un de nos auditeurs constate qu'on était plutôt à 50%. Me reste obligation d'aller vers des FTTO qui sont plus chers. Comment expliquez-vous cet écart de perception? Les centres commerciaux massivement sous-équipés en FTTH. Voilà, je suppose que c'est un peu orienté sur des problématiques, sur des points spécifiques.
Ouais. zones spécifiques, comme les centres commerciaux. Alors, le 85%, il concerne le nombre de logements raccordables qui sont suivis par l'ARCEP. Donc, il y a aussi le site Internet, ma connexion Internet de l'ARCEP, et puis le site de l'ARCEP qui suit aussi le déploiement de la fibre, hein, et qui, voilà, par rapport au volume de logements, je ne sais plus, c'est 42 millions, voilà, on est à 38, enfin, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est le nombre de logements et de locaux professionnels raccordables par rapport au nombre de locaux total en France estimé voilà, dans les remontées de l'ARCEP. Donc effectivement, la perception peut-être par rapport à un certain profil de locaux entreprises est peut-être inférieure. Après, je sais que la problématique des centres commerciaux, c'est aussi une problématique de retrouver l'éligibilité, de retrouver aussi, d'avoir le moyen d'arriver jusque dans le centre commercial. Et il y a aussi des solutions qui sont par les bailleurs, enfin par les responsables des centres commerciaux, hein, de devoir. Voilà. Après, je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, je pense que cette perception, elle est peut-être aussi sur la partie entreprise, où il y a peut-être aussi un rattrapage à faire. Hein. Donc, il y a également la possibilité, hein, quand on ferme une zone, que les opérateurs commerciaux analysent le parc de leurs clients et nous remontent s'il y a des manques dans le déploiement de la fibre optique, et on peut remonter aux opérateurs d'infrastructures fibre les locaux qui manqueraient et qui resteraient à déployer. Voilà, c'est aussi des choses qu'on échange et qu'on partage dans les multilatérales avec l'ARCEP et les OIF. Une autre question sur quelle est la prise en charge des coûts de desserte interne de bâtiments, centres commerciaux quand on substitue le cuivre par de la fibre? Ça, je ne sais pas si vous pouvez mieux répondre côté. Oui. Ça, moi, je ne sais pas. En fait. Alors, Ça dépend des offres. Ouais. Allez-y, Abine, allez-y. alors, pour moi, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de prise en charge dans l'absolu de cette extension en fonction des offres opérateurs. Il y a une partie des coûts de dessert qui peut être inclus dans la proposition initiale. Donc, en fait, on parle de linéaire qui peut être inclus dans la proposition initiale, qui peut varier en fonction des offres et des opérateurs entre 30 mètres jusqu'à 300 mètres. Mais une prise en charge absolue, c'est-à-dire quelle que soit la situation, quel que soit le linéaire, quel que soit le cas de figure, on prend en charge la desserte interne, en fait, c'est pas prévu. Il y a une autre question sur la. Vas-y. Vas-y, Pierre-Yves, vas-y, Pierre-Yves. Alors, autre question, moi, je les déroule toutes. Hein. Quid de la maintenance du cuivre en attendant? On constate des dégradations, une absence d'intervention sur les pannes cuivre avec des fibres pourtant pas encore déployées. Que se passe-t-il avec les répartiteurs fibres qui sont dans des étapes déplorables et génèrent des pannes? On a quand même l'impression que les moyens ne sont pas en face du discours. Tu Alors peux là-dessus, répondre en partie. Ouais. Alors, sur la partie cuivre, réparation des incidents, il y a certains cas particuliers où nous sommes en difficulté. Il y a des zones en France avec des vols de câbles cuivre à répétition. Donc, dans le nord de la France, par exemple. Ça, les opérateurs concernés sont informés de toute façon. Après, normalement, la réparation du réseau cuivre jusqu'à présent se fait suivant les conditions, suivant les SLA prévus au contrat. Alors après, Juliette peut peut-être compléter. C'est vrai qu'il y a eu aussi les phénomènes météo, hein, qui ont fait que l'on a dû mettre des ressources. Après, voilà, je pense que si on est sur des zones fibrées, la recommandation, c'est effectivement d'anticiper et de passer à la fibre. Maintenant, les zones où il n'y a pas la fibre, effectivement, c'est traité. Hein, donc voilà, c'est traité. Mais c'est vrai que ça a un coût d'entretenir deux réseaux en parallèle. Et peut-être que voilà, c'est bien de. Voilà, on continue de maintenir le réseau cuivre, mais là où il y a de la fibre, voilà, la préconisation, c'est quand même d'aller. Si je peux me permettre de compléter, en fait, il y a deux phénomènes qui se creusent aussi. C'est que ces réseaux-là sont vieillissants et obsolètes.
et on sait qu'on va les démonter, donc en fait, on ne va pas les remplacer pour des raisons évidentes qui sont à la fois écologiques et financières. Et il y a aussi en fait un changement de nos habitudes et de nos usages. Il y a en termes de qualité perçue, en fait, le cuivre aujourd'hui souffre d'une mauvaise presse parce qu'on a tous aujourd'hui déjà sur nos mobiles ou sur nos mobiles à minima de la 4G ou de la 5G avec une qualité de débit qui est très satisfaisante. Donc nos attentes en termes d'expérience utilisateur en fait sont beaucoup plus élevées que précédemment. Donc je pense simplement en fait que le réseau cuivre a mauvaise presse aussi à cause de ces deux phénomènes qui se croisent. Une question sur les lignes de sécurité dans les ERP. Les solutions 4-5G ne sont pas autorisées. La solution box FTTH plus ondulaire n'est pas convenable techniquement non plus. Envisagez-vous une solution pérenne à ce niveau? Je remets la caméra. Donc, Adista, pour les zones, pour les ERP de catégorie 5, donc un téléphone fixe à carte SIM, peut faire l'affaire. Pour les autres cas, donc pour les établissements de plus grande capacité que 300 personnes, bien malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité que un téléphone IP qui est raccordé à un lien télécom avec une solution de backup onduleur. Je n'ai pas vu, à mon sens, d'autres solutions aujourd'hui qui soient acceptées pour faire cela. Alors, on a fini la section Q&R et après, peut-être qu'on peut reprendre quelques questions qui sont plus délicates dans les échanges chat. Ah oui, alors il y a des questions spécifiques sur un fichier qui était envoyé. Oui, il y a des questions sur le libellé des colonnes du fichier de trajectoire. Bon, effectivement, il y a beaucoup de dates. Il y a un onglet définition normalement. Alors, côté Adista, on va essayer de regarder comment on peut vous accompagner dans la lecture et la compréhension de ces fichiers-là, en sachant que nous, on va faire aussi une communication vers nos clients. Et on fait ça de manière régulière dès qu'ils ont des lignes qui sont dans des lots de fermeture. Donc, on va essayer de faire un com à l'ensemble de nos clients, à la fois pour simplifier la lecture de ces fichiers-là et pour les avertir quand ils sont concernés par des fermetures cuivre. Alors, on essaie aussi de prendre quelques questions. J'ai l'impression qu'on a traité l'ensemble. Alors, il y a une question sur la double FTTH possible. Oui, la double FTTH est possible aujourd'hui. Elle n'est pas possible partout. Et à mon sens, en fait, elle sert son utilisation est très limitée puisque elle ne vous apporte pas de résilience puisque les lignes en fait vont utiliser exactement le même tracé et les mêmes fourreaux. Je crois que c'est la dernière question. Merci à tous. Pierre-Yves ? Oui, je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. On n'a peut-être pas pu tout faire. Mais, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec un commercial à Adista si vous avez des besoins plus spécifiques. Je sais pas si on a aussi une adresse mail. On n'a pas mis d'adresse mail dans la présentation, Amine. Si Non. il y a des questions plus spécifiques. Ouais, on a prévu de vous adresser à tous un email avec à la fois un lien vers l'enregistrement, la présentation et la possibilité de poser vos questions en ligne. Donc, vous allez tous recevoir un mail qui va vous permettre à la fois de revoir le replay, de disposer des deux présentations et aussi de poser vos questions en ligne. Merci à tous. On arrive à la fin de cette présentation. Merci d'avoir été aussi nombreux.
On espère vous avoir éclairé sur ce sujet-là qui est vraiment d'actualité et on espère vous avoir convaincu d'entamer tout de suite votre projet d'inventaire et de migration. N'hésitez pas à contacter votre commercial à Vista si vous avez de plus amples questions. Merci à tous et merci encore à Orange Wholesale de nous avoir accompagnés dans cette présentation. Merci. Bonne Merci journée à Juliette. vous. Merci, Merci, bonne journée.